Bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Et aujourd'hui, je vais terminer le chapitre 11, le grand bilan des parents, en vous présentant la partie numéro 3, qui se concentre sur l'avenir du parent biologique. Il existe quelques groupes Facebook de parents adoptifs, c'est-à-dire des couples qui ont reçu et ou recevront ou sont en attente de recevoir des enfants qui ont été placés en banque d'accueil, en banque mixte, par la DPJ. Lorsqu'une requête en adoption a été autorisée par la Chambre de la jeunesse, les couples en attente peuvent adopter de jeunes enfants. Les membres de ces groupes secrets discutent entre eux de leurs expériences à travers ce processus d'adoption et se conseillent mutuellement sur le comment faire en utilisant un diminutif pour parler des parents biologiques qu'ils appellent les bios. Bref, ce sont souvent de jeunes professionnels et de plus en plus des couples homosexuels ou lesbiennes, incluant des employés de la DPJ. Un sujet que nous étudierons plus en profondeur ultérieurement. Maintenant, si on se pose la question à savoir qui surveille l'intérêt des bios et qui surveille ce que la DPJ fait avec les enfants des bios, la réponse est simple. Personne ne veille au grain des bios. Par exemple, le dernier rapport quinquennal de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a fondé ses prétentions sur plus de 600 témoignages. De ce nombre, une vingtaine de parents sélectionnés et encore moins d'enfants ont été interrogés. En bout de ligne, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse n'agira que s'il y a lésion de droits de l'enfant. C'est d'ailleurs une précision que j'avais apportée devant la Commission Laurent. Quand je demandais plus de surveillance, on m'a dit « Oui, mais il existe la Commission des droits de la personne. » Je m'excuse, mais la Commission des droits de la personne n'agira pas s'il n'y a pas lésion de droits de l'enfant. Il n'y a personne qui protège le parent biologique. Et ce pouvoir, de toute façon, est un pouvoir de recommandation strictement comparable au protecteur du citoyen. Soulignons que la section jeunesse de la commission est dirigée par une ex-employée de la DPJ. Autrement dit, personne n'est investi d'un pouvoir discrétionnaire de renverser le pouvoir discrétionnaire de la DPJ. Pas même le premier ministre ni le ministre délégué, sauf par leur pouvoir de réglementation d'ordre général. Ils peuvent corriger le tir, mais ils ne peuvent pas s'ingérer dans des dossiers individuels. Le procureur général pourrait utiliser son pouvoir de s'ingérer dans toute cause en justice, mais si et seulement si il s'agit d'un intérêt public. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons demandé au procureur général du Québec au mois d'août dernier d'agir par un recours Relator Action dans le dossier de la DPJ qui déclare toujours des parents inaptes pour des motifs de troubles de santé mentale qui n'ont jamais été diagnostiqués par un médecin. À notre époque, les parents biologiques sont sous la loupe et le microscope d'une armée de professionnels, de chercheurs et de fonctionnaires de l'État. Dans l'esprit DPJien, le bio est publiquement reconnu et étiqueté comme l'agresseur potentiel de l'enfant. Et la DPJ engage plusieurs criminologues, notamment des directeurs de la protection de la jeunesse, avaient une formation de criminologue. Le constat est très simple. Beaucoup de bios sont donc devenus des parents jetables par force de justice depuis une cinquantaine d'années.
À moins que cette tendance ne soit renversée par un événement inconnu, comme la COVID, les gouvernements prendront toujours plus de place dans votre famille. Le budget pour la DPJ et pour les familles d'accueil augmentera, et c'est un secret de polichinelle. C'est ce qui se passe avec le gouvernement Legault et ce qui semble être l'esprit de la commission Laurent. À cet égard, on estime qu'une famille d'accueil peut recevoir entre 20 000 et 40 000 $ par année par enfant. Le calcul est donc très simple pour les familles qui accueillent 2, 3, 4 ou même 5 enfants. Ce but, a priori très honorable de prendre soin d'un enfant dans le besoin, en situation vulnérable, devient rapidement un but très lucratif pour une famille substitut. De la même manière, les parents adoptifs bénéficient d'une rémunération décroissante, c'est-à-dire qu'ils ont un excellent support financier de l'État dès la première année de l'adoption et qui est décroissant suite à l'adoption d'un enfant de la banque mixte. Les motifs invoqués pour l'État pour placer des enfants ou les donner à l'adoption sont de moins en moins graves. Si cette tendance se maintient, les bios risquent de perdre leurs enfants pour des motifs de plus en plus frivoles. Avec tous les témoignages que j'entends, mon constat est à l'effet que c'est exactement ce qui se passe actuellement. La DPJ semble vraisemblablement être tombée dans le déraisonnable. Bien entendu, je pourrais citer les propos d'un conseiller politique au bureau du ministre Carman du cabinet qui me disait « Oui, mais ça ne veut pas dire que les parents vous disent toute la vérité. » Donc, on revient au principe que je vous disais. Si notre société considère que les parents qui sont dans le filet de la DPJ sont des menteurs, des drogués, des alcooliques, etc., et des abuseurs sexuels, mais ça ne peut pas être le cas, parce qu'il y a 10 000 cas qui sont par année, 10, 12 000 cas même à chaque année qui sont judiciarisés pour des mesures de protection. On ne peut pas avoir 12 000 enfants à chaque année qui sont abusés, là. Pourtant, et je le dis sous toute réserve, il y a quelques décennies à peine, la correction physique était monnaie courante. À l'école, les professeurs donnaient des coups de strap en cuir sur les mains des jeunes enfants. On mettait régulièrement un enfant à genoux dans le coin de la classe. On lui collait sa gomme à mâcher sur le nez et on l'humiliait en le paradant dans les autres classes. Aujourd'hui, le parent est devenu un valet au service de son enfant roi. Et à l'école, ce sont les enfants qui infligent les coups et les insultes aux enseignants et aux éducatrices du service de garde. Les adultes marchent maintenant sur des œufs. La DPJ surveille et enquête partout à propos de tout et de rien. L'évolution de notre société est marquée par l'intolérance et la rectitude excessive. En 2020, il faut être plus blanc que blanc. L'enfant est devenu une victime et les victimes ont forcément raison aujourd'hui. Au nom de l'enfant, la DPJ est la police de la pensée parentale et la liberté individuelle de jouer son rôle de parent recule rapidement et avec grande démesure. Attendu cet état des choses, il en résulte que les droits du parent biologique sont menacés et ce, à très court terme. Et là, il faut faire une distinction entre certains enfants qui se retrouvent dans des situations de danger et que c'est signalé à la DPJ qui n'a pas le temps d'intervenir, sont débordés. Mais est-ce qu'ils sont débordés au bon endroit? La question se pose. Le gouvernement est en train de préparer le terrain
pour réformer le droit de la famille et le droit de la jeunesse. Parmi les fonctionnaires et les experts, une nouvelle philosophie se dégage de plus en plus et gagne de plus en plus d'adeptes, à savoir si les droits parentaux des bio ne devraient pas être revus à la baisse, puisqu'on présume que ce serait dans l'intérêt de l'enfant et de son meilleur développement. L'enfant dans sa famille biologique, est-ce qu'il faut arrêter de faire ça? Nous, on dit il faut une famille pour la vie. Alors, si l'enfant est bien dans sa famille d'accueil, donnez cette famille pour la vie à cet enfant-là. Dans la consultation publique du printemps 2019, le Comité sur le droit de la famille a proposé un nouveau régime parental impératif auquel personne ne pourra plus échapper. La deuxième phase de cette réforme québécoise du droit familial sera bientôt remise sur la table à dessein. Le comité soulève plutôt l'intérêt grandissant d'étendre les droits parentaux à la famille élargie. Bref, les règles qui régissaient le mariage, l'adoption, les pensions alimentaires et l'autorité parentale qui sont fondées sur le mariage et la loi fédérale sur le divorce seront très bientôt applicables en droit de la famille québécois, et ce, mariage ou pas. Donc, pour ne plus être soumis à la loi sur le divorce, il y a eu bien des couples qui ont décidé d'arrêter de se marier pour ne pas être pris dans cet engrenage-là. Mais avec la réforme qui s'en vient, il n'y a plus personne qui va échapper au pouvoir de l'État. Aussitôt qu'une femme sera enceinte sur le territoire, l'État propose d'assurer un suivi du couple. Autrement dit, l'enfant sera sous supervision de l'État. D'ailleurs, le dépistage préscolaire est à l'ordre du jour du gouvernement caquiste, et on en parle souvent. De toute évidence, avec ces nouvelles réformes, le système de santé pourra veiller plus étroitement sur les bio et s'assurer qu'ils possèdent toutes les aptitudes parentales conformes aux exigences établies par l'État. Dans ce but de surveillance plus étroite, la DPJ coexiste parfaitement bien. C'est d'ailleurs dans cet esprit que Mme Régine Laurent, présidente de la commission, a déposé sa toute première recommandation au gouvernement Legault le 18 décembre 2019. Et je le lis intégralement. Soutenir le déploiement de la déclaration de grossesse dans toutes les régions du Québec et y assortir un plan de suivi. Si on considère le fait préoccupant que la DPJ est de plus en plus interventionniste, malgré qu'elle n'a pas été créée dans cet objectif, et qu'on considère les termes de notre axiome 3, c'est-à-dire que le simple fait de confier à un individu le pouvoir discrétionnaire quasi illimité de commettre des actes protégés par une confidentialité quasi absolue, constitue en soi un risque sérieux d'abus. On peut être préoccupé par cet objectif de performance et de modelage de plus en plus précoce de l'enfant par le biais d'un suivi serré par l'État. Encore plus inquiétant, les extrémistes voudraient que lorsqu'un quelconque problème psychologique serait identifié chez un bio, que les enfants devraient être automatiquement placés en famille d'accueil par la DPJ. La loi donne le droit aux bio de s'opposer à la DPJ. Toutefois, selon la ventilation des motifs de compromission de la DPJ qui a été réalisée en 2012 par les centres jeunesse, le simple fait de refuser des services offerts par l'État fait de vous un présumé mésadapté social. De ce fait, le problème d'adaptation sociale chez le bio
devient un risque sérieux de négligence qui sera souvent invoqué par l'intervenante pour lui soustraire des droits, notamment en matière de santé. Attendu le contexte actuel et l'analyse des recommandations des comités quant aux réformes qui sont à nos portes, il est parfaitement clair et évident que les abus risquent d'augmenter puisque le niveau d'intervention augmentera et qu'il sera nettement plus intrusif qu'avant. Quant à l'avenir des bio, dans les faits, aujourd'hui, si un bio n'est pas impeccable, il est immédiatement à risque de se voir accusé en justice, de compromettre le développement de son enfant. Et il est très clair que les bio, les plus pauvres, seront manifestement les plus étroitement surveillés. Notre société doit évoluer, certes, mais pourra-t-elle s'améliorer en causant la destruction massive de la famille biologique pauvre ou monoparentale? Nous sommes d'avis que nos gouvernements devraient faire un grand pas en arrière et se concentrer sur une meilleure protection des enfants qui sont réellement en danger. Autrement, les bio pauvres vont graduellement devenir des géniteurs d'enfants pour les bien-nantis de la société et les besoins de main-d'œuvre de l'État. Maintenant que nous avons cerné une tendance qui se dessine, regardons de plus près l'intérêt de l'enfant. La Cour suprême du Canada nous enseigne que la notion d'intérêt de l'enfant ne répond pas aux critères pour obtenir le statut de principe, puisque ce qui peut être dans l'intérêt de l'enfant pour un individu ne l'est peut-être pas pour un autre. Dans cet état des choses indéniables, il en résulte que l'intérêt de l'enfant ne sera jamais un principe de droit naturel. Néanmoins, l'intérêt de l'enfant est sur toutes les lèvres. On en parle sur toutes les tribunes et on s'y réfère dans tous les jugements. Ce concept est laissé à l'appréciation du juge et de l'intervenante, et ce, à leur bon vouloir, puisqu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire de décision, de nature administrative ou judiciaire pour l'enfant. C'est bien beau tout cela, mais ça veut dire quoi, l'intérêt de l'enfant? Personne n'est pleinement et entièrement capable de donner une réponse claire et juste sur cette question. Par exemple, lorsque je suis passé devant la commission Laurent, on a insisté pour que je m'exprime sur une définition de l'intérêt de l'enfant. La même question a été posée à plusieurs autres témoins. Mais comme l'a bien dit la Cour suprême, les opinions divergent et l'intérêt de l'enfant reste un concept extrêmement élastique. Par exemple, prenons le cas d'un courriel qui est écrit à un bio par une intervenante de la DPJ. Il s'agit d'un parent qui prétend que l'intérêt de l'enfant est de maintenir des relations avec ses deux parents. L'intervenante lui répond: l'intérêt premier de l'enfant, c'est que son parent se soumette à ce qu'un expert a décidé dans l'intérêt de l'enfant et à ce qui a été ordonné par un juge. Autrement dit, pour cette intervenante, la définition de l'intérêt de l'enfant se limite au respect du pouvoir discrétionnaire. Et l'intervenante a le pouvoir discrétionnaire de décider pour l'enfant. Ensuite, le juge est celui qui a le pouvoir discrétionnaire d'obliger le parent à respecter la volonté de l'expert par force de loi. Il est louable de croire qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que tout parent se soumette au pouvoir discrétionnaire de protection de l'enfant tel que dévolu au juge et à l'intervenante. À l'opposé,
L'esprit des conventions internationales, et on le retrouve dans la majorité des conventions internationales dès le début, sur le droit de l'enfant, on précise qu'a priori, le droit de l'enfant est de maintenir des liens d'affection avec ses deux parents et l'enfant a droit aux soins de ses deux parents, qui sont les premiers responsables de l'enfant. En somme, la position du bio dans cette affaire est la position prise par plusieurs juges de la Cour supérieure dans le cadre de la loi sur le divorce. Mais soulignons que le pouvoir d'un jugement de divorce qui peut décider de l'intérêt de l'enfant, si la DPJ décide de s'investir dans le dossier, le jugement de la Cour supérieure ne vaut plus rien. C'est le jugement de la Chambre de la jeunesse qui peut casser la décision de la Cour supérieure sur l'intérêt de l'enfant, puisque le législateur a confié le pouvoir discrétionnaire à la DPJ de mettre en application la loi sur la protection de la jeunesse. D'une part, l'intérêt de l'enfant se limite au pouvoir discrétionnaire de l'intervenante, et d'autre part, l'intérêt de l'enfant vu selon son droit international d'être aimé par ses deux parents. Quelque part entre ces deux définitions complètement opposées, on constate à la lecture d'une multitude de jugements québécois que la DPJ s'appuie aussi sur le désir de l'enfant. Le désir de l'enfant est présenté en preuve au tribunal par le biais d'un avocat de l'enfant qu'il représente en vertu de l'article 80. Donc souvent, l'avocat n'aura eu qu'une seule et très brève correspondance téléphonique avec cet enfant. Il existe également des cas portés à notre attention, à notre connaissance, que des enfants ont été incités par l'avocat à accepter les conclusions recherchées par la DPJ. Bref, le désir de l'enfant devient l'intérêt de l'enfant dans les dossiers de la DPJ, surtout lorsque l'enfant avance en âge. Mais l'enfant ne sera pratiquement jamais entendu pour exprimer son désir devant la cour. C'est l'avocat qui est engagé qui le fera. Cette façon de faire entraîne un grand problème de société. Il faudrait faire une grande distinction entre le désir et le besoin de l'enfant. Si un enfant désire manger du chocolat et boire du Pepsi au lieu de manger son repas, cet enfant est uniquement guidé par son désir. Par conséquent, il est vrai qu'il ne faut pas confondre le besoin et le désir de l'enfant. À cet égard, je pourrais vous faire entendre une des directrices de la protection de la jeunesse qui, en 2019, a expliqué avec des propos on ne peut plus clairs devant un tribunal que c'est le mandat de la DPJ. Bref, entre l'intérêt de l'enfant vu par l'intervenante, la primauté du droit de l'enfant de maintenir des liens d'affection avec ses parents selon les conventions internationales et le désir de l'enfant selon la directrice de la protection de la jeunesse, il existe tout un monde. Donc, si on nous dit qu'à un certain moment donné, la DPJ, c'est le désir de l'enfant qui compte, mais cet enfant-là n'est pas entendu devant le tribunal. Donc, au centre de ces trois visions et façons de faire, de voir la chose, il y a l'enfant qui ne peut que voir la chose avec ses yeux d'enfant. Ce qui est manifeste et dominant, c'est que le parent n'a rien à dire. Le parent biologique n'a absolument rien à dire sur aucune de ces trois visions, puisque devant la justice, la chose est réservée au pouvoir discrétionnaire de l'intervenante et du juge. Autrement, la chose se discute entre des experts dans les divers champs d'expertise où se définit théoriquement l'intérêt de l'enfant. En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, une chose est certaine. Il est évident que l'État
précisera de plus en plus en détail ce que veut dire l'intérêt de l'enfant dans les prochaines années. Plusieurs groupes de pression font actuellement des groupes de lobbyistes, réclament d'ajouter certains aspects sur l'intérêt de l'enfant en fonction de leurs propres intérêts et visions de la question. Quoi qu'il en soit, si rien ne change sur la question du pouvoir discrétionnaire, les décisions dans l'intérêt de l'enfant, quelle qu'en soit la définition, demeureront un pouvoir au bon vouloir de l'intervenante et du juge de première instance, à qui l'intervenante adresse sa requête en protection de la jeunesse. Le parent biologique n'a donc plus aucune place dans les décisions judiciaires sur l'intérêt de l'enfant. Ce sont les experts comme l'intervenante de la DPJ et les juges qui décident à la place des parents. Environ 99% du temps, les juges n'ont jamais vu l'enfant. Mais le parent bio qui vit avec l'enfant à tous les jours, n'a rien à dire sur son intérêt. Ou ce qu'il a à dire est tout simplement ignoré parce qu'il n'est pas un expert. Le concept juridique de l'intérêt de l'enfant évolue sans que les parents biologiques ne puissent participer activement à sa définition. Je le répète, le grand constat, le concept juridique de l'intérêt de l'enfant a évolué et évolue sans que les parents biologiques ne puissent participer activement à sa définition. Il y aura éventuellement encore plus de gens autoritaires qui entreront dans la vie familiale avec un pouvoir discrétionnaire non négociable et on verra de plus en plus d'experts qui n'ont jamais été parents pour leur part, mais qui ont longuement étudié le concept de l'intérêt de l'enfant avec un professeur et des livres de classe dans un milieu académique et qui pourront venir vous dire, en tant que parents biologiques, que l'intérêt de l'enfant, c'est de vous soumettre à son pouvoir discrétionnaire. Pour conclure sur ce chapitre, cher papa, chère maman, cher enfant, cher adolescent, il devient évident que le rôle de parent biologique s'apparente de plus en plus à celui d'un simple géniteur dans la société. Dans cet engrenage administratif et judiciaire, le premier à souffrir de cette évolution sera l'enfant lui-même. En outre, cette souffrance ne se limitera pas à son enfance, mais elle laissera des séquelles pour toute la vie d'adulte, notamment en ayant un impact majeur sur les futures relations de l'enfant qui aura été pris en charge avec l'État et ou que l'on aura forcé la rupture de ses liens avec un ou ses deux parents bio. S'il est inutile de le repréciser, je tiens tout de même à dire que le péril menace l'institution familiale du Québec. Et on ne visera pas les enfants du ministre, de l'avocate, du juge, du médecin, de la mairesse ou du parent occupant une haute fonction dans l'administration publique. Avant tout, ce seront les familles pauvres et monoparentales qui seront visées, et particulièrement les ex-enfants de la DPJ. Maintenant, passons à notre dernière recherche comparative. La loi américaine Child Abuse Prevention and Treatment Act a vu le jour en 1974. Les données américaines sont abondantes, clairement détaillées et beaucoup mieux définies et beaucoup plus accessibles que celles de la DPJ. Pourtant, le système québécois a été créé en 1979, donc seulement 5 années après le système américain. Aux États-Unis,
Les études récentes de 2017 et 2019, notamment celles du Conseil national de recherche américain, montrent que 38% des enfants font l'objet d'une enquête par la protection de la jeunesse avant l'âge de 18 ans. Dans le groupe des enfants afro-américains, c'est 53% qui sont enquêtés. Le premier signalement est beaucoup plus élevé chez les enfants noirs, 43% du lot. Les hispaniques sont 30% des signalements, les autochtones 34% et enfin 24% chez les enfants blancs. 6% sont placés en milieu extrafamilial au moins une fois. Le taux de récurrence est élevé. 28% des enfants ayant fait l'objet d'un signalement en vivront un deuxième. Donc, depuis une dizaine d'années, l'Agence américaine des services de protection de l'enfant prend en charge un taux annuel de 9 enfants sur 1000. Autrement dit, c'est le nombre comparable d'enfants qui font l'objet d'une mesure de protection par l'État. De la même manière, au Canada, la dernière étude comparative date de 2008 et nous montre que la Colombie-Britannique et l'Alberta ont un taux de 8 enfants sur 1000, c'est-à-dire un de moins qu'aux États-Unis. Cependant, cette étude canadienne sur l'incidence des signalements envers les enfants, produite par l'Agence de la santé publique du Canada, montrait que le taux d'enfants québécois pris en charge par l'État est le double des États-Unis et des provinces de l'Ouest. Au Québec, nous avons un taux annuel de 18 sur 1000 présumés victimes de mauvais traitements qui feront l'objet d'une mesure de protection. Autrement dit, le taux annuel d'enfants visés par des mesures de la DPJ est 30% plus élevé que le taux canadien moyen et le double du taux américain. Quant au taux de signalement à la DPJ, il est 2 fois et demi celui de la France et 30% plus élevé qu'aux États-Unis. Notre taux de placement en famille d'accueil est le double du reste du Canada et des États-Unis. Notre taux de placement en institution, comme les centres de réadaptation, est 7 fois plus élevé que dans les autres provinces et 230% celui des États-Unis. Considérant l'ampleur de l'intervention de la DPJ en comparaison avec les autres provinces canadiennes et les États-Unis, on peut extrapoler les résultats de cette grande étude longitudinale américaine sans trop se tromper. Même s'il n'existe pas d'études comparables au Québec, en tout cas pas à ma connaissance, on peut estimer que la moitié des enfants du Québec font l'objet d'une enquête de la DPJ avant la majorité. La moitié. Considérant le fait que les 120 000 signalements par année sont en comparaison d'une population d'enfants naissants qui est de seulement 80 000 par année, on ne s'étonne pas de ce résultat. Ce qui est troublant, c'est que même si l'intervention de la DPJ est la plus agressive de toute l'Amérique du Nord, de loin supérieure à nos voisins de l'Ouest et du Sud, notre système continue, année après année, à passer complètement à côté des cas très graves. Il en résulte que même avec beaucoup plus de budget, le doute reste omniprésent quant à l'efficacité de notre système de protection. Conclusion. Nous allons maintenant conclure le chapitre 11. La situation montre l'extrême urgence d'agir et il est incontournable de dénoncer les abus discrétionnaires dès maintenant, et ce, vu l'état des choses. Lorsque la rupture forcée du parent biologique dans la vie de l'enfant est ordonnée, c'est toute une famille biologique qui n'a plus de lien avec cet enfant dans la majorité des cas. La commission Laurent livrera son rapport au printemps. Ce rapport sera un document de plus
qui reposera fondamentalement sur les témoignages des DPJ, de la Commission des droits de la personne, des avocats du barreau et tous les fonctionnaires qui réclament un plus gros budget. Nous avons entendu tous les témoignages devant la Commission Laurent et le maintien des liens entre enfants et parents biologiques n'est manifestement pas au premier plan de tout ce qu'on a entendu, sauf peut-être dans le cas des Atikamekw, qui ont réduit de 80% la judiciarisation et le placement. Peut-on investir dans ce système qui brise autant de vies et qui, malgré les multiples réformes, demeure impotent à sauver la vie des enfants qui sont en danger, et ce, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire quand bien même une situation grave est signalée à plusieurs reprises. C'était le cas de la fillette martyre de Granby. C'est encore le cas de 2 enfants, 2 garçons autochtones il n'y a pas longtemps. En vérité, ça fait 50 ans que c'est comme ça, et le problème est toujours aussi criant. Le seul moyen de changer l'état des choses est d'organiser systématiquement une preuve. Il faut dévoiler l'existence et la nature des abus. En premier lieu, il faudra des témoignages, ensuite des écrits, des enregistrements et des vidéos si nécessaire, sinon, ça continuera. Le but de dénoncer les actes administratifs abusifs des agents de la DPJ est parfaitement honorable, puisqu'il s'agit essentiellement de l'intérêt de l'enfant et de la défense de l'institution familiale qui est le premier responsable de cet enfant. Afin de préserver le droit parental des bio, il est incontournable et extrêmement urgent d'établir cette preuve aujourd'hui. L'État n'est pas le premier responsable de l'enfant, mais plus ça va, le premier responsable de l'enfant voit son droit complètement bafoué. À cet égard, nous vous le demandons d'avoir l'obligeance de remplir un des questionnaires suivants. Le formulaire 1 sur les actes illégaux en santé mentale, c'est-à-dire les parents qui se font déclarer comme ayant un trouble de santé mentale qui n'est pas bien vérifié et qui ne respecte pas le code des professions. Formulaire 2, tous les parents qui ont été victimes de la DPJ d'une façon ou d'une autre. Formulaire 3, la maltraitance en centre institutionnel. Formulaire 4, la maltraitance en famille d'accueil. Le formulaire 5, la banque mixte et l'adoption. Donc, vous présentez les faits au meilleur de votre capacité et de votre connaissance. Et ce n'est pas un exercice de français correct. Que ce soit suite à des interventions que vous avez vécues en tant qu'enfant, comme parent ou grand-parent, ou proches de familles visées par la protection de la jeunesse du Québec, dénoncez les actes inacceptables vécus personnellement et ou ceux dont vous avez été témoin. Même si ces faits datent d'il y a 10, 20, 30 ans ou 40 ans, il est important de les dénoncer pour assurer un meilleur avenir des générations qui vont vous suivre. C'est un devoir en soi à titre de citoyen responsable. Un grand nombre de parents se sont vus refuser le droit de parole aux audiences publiques à titre de témoins. Dans le cadre des 42 forums régionaux, la Commission a entendu les professionnels d'un côté et les parents de l'autre. Et la Commission avait engagé une firme spécialisée pour agir comme médiateur et j'ai compris qu'il n'était pas possible de dévoiler n'importe quoi, notamment les abus discrétionnaires particuliers dans ces soirées très bien encadrées. Par conséquent, l'heure est venue d'aller de l'avant avec courage et dignité. Les victimes de ce système, je le répète, ont le fardeau de la preuve.
Si vous ne dénoncez pas les abus discrétionnaires maintenant, l'institution familiale québécoise devra manifestement attendre une autre vingtaine d'années avant que la table soit mise en matière de protection de la jeunesse. Dans ce chapitre, nous avons exposé des motifs sérieux pour lesquels la famille biologique doit préparer sa propre défense pour sauvegarder ses droits et pour protéger l'avenir des enfants. Faites-le non seulement pour vous-même, mais surtout pour l'avenir des futures familles. Il est maintenant essentiel d'établir ces faits par un moyen structuré et c'est crucial. Nos questionnaires ont été conçus en fonction des normes juridiques et de l'esprit de la loi. C'est-à-dire que les questions visent à faire ressortir les fautes et les abus discrétionnaires. Vos témoignages resteront confidentiels et ne seront pas publiés sans votre accord. La majorité des questions sont à choix multiples et vous disposerez aussi d'un espace pour exposer les faits par écrit. Il est nécessaire d'accroître la connaissance de ce système qui a été trop longtemps dépourvu de la vérité sur ces faits. Rappelez-vous bien ceci, contre la vérité évidente et irrécusable, nul ne peut s'opposer. Dénoncez les abus et informez votre entourage pour que d'autres parents ou d'ex-enfants de la DPJ puissent eux aussi remplir le formulaire approprié à leur situation. Devant vous aujourd'hui, je m'engage solennellement à préparer, à rédiger le rapport pour le printemps 2021. Bien entendu, nous ne possédons pas les moyens médiatiques et financiers pour rejoindre la population. Néanmoins, avec une grande sensibilité et une bonne mobilisation de notre part sur les médias sociaux, nous arriverons à rejoindre la population. Ceci étant dit, j'espère que les choses vous ont été exposées d'une manière claire. La balle est dans votre camp. Vous avez le fardeau de la preuve. Pour ma part, je suis dorénavant engagé à faire ce rapport. Et cette preuve doit être présentée d'une manière intelligente et convaincante. Peu importe ce que vous allez en penser, j'aimerais simplement vous dire que j'ai passé une grande partie de ma vie à rédiger pour qu'il en soit ainsi. Et je vous demande de me faire confiance. Ce sera bien fait, ce sera bien rédigé, ce sera bien présenté. À cet effet, je vous laisse les adresses Internet de la capsule et des formulaires qui sont accessibles sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur le site Internet des Papas en Action. Madame, Monsieur, soyons des boîtes à bijoux et non pas des poubelles à ordures. Soyons dignes de nos actions pour l'avenir de notre descendance et pensons à nos petits-enfants, notamment les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société. Je vous remercie infiniment pour votre partage, pour votre collaboration, pour mener à bien cette entreprise qui, je crois, nécessaire puisque depuis 50 ans, on ne l'a jamais fait. Et j'ai bien peur que si on ne le fait pas maintenant, on risque de payer le prix plus tard. Alors je compte sur vous pour que le message soit véhiculé. Je vous remercie encore une fois. Alain Rioux. Bonne fin de journée. T'aimerai, je t'ai aimé et je
l'éternité.